Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être sur Télé Africa pour votre rendez-vous, le métronome. Le numéro de ce jour va donc s'intéresser aux questions en rapport avec le transport dans notre pays, le Gabon. On va faire le point à mi-parcours de cette opération lancée par le ministère de l'Intérieur sur l'ensemble du territoire dans le cadre de la lutte contre le racket afin de pouvoir matérialiser les hautes instructions du président de la République Ali Bongo Ondimba. On va également évoquer le coût des transports qui ont augmenté ces dernières années au Gabon, cette période notamment de rentrée des classes, et puis on fera le point sur les infrastructures et les équipements terrestres. Et pour évoquer tous ces différents points, je reçois dans le métronome de ce jour Jean-Robert Meignier. Il est le président du syndicat libre des transporteurs terrestres du Gabon, le SILTEG. Monsieur Meignier, bonsoir. Bonsoir, Ange. Merci d'avoir accepté l'invitation de Télé Africa pour que nous débattions de ces différents points dont j'ai parlé. Le premier, évidemment, a un rapport avec cette présence permanente du SILTEG sur le terrain depuis plusieurs années maintenant. On vous a vu dans des différents médias, on vous a vu sur le terrain donner de la voix pour tirer la sonnette d'alarme et appeler au secours les pouvoirs publics dans le cadre de la lutte contre le racket dont certains transporteurs ont, semble-t-il, souvent été l'objet de la part de certains éléments isolés, incontrôlés des forces de police et même des gendarmeries. Alors, le président de la République, il y a quelques semaines, Ali Bongo Ondimba, a donc tapé du poing sur la table en demandant au ministre de la Défense et celui de l'Intérieur de pouvoir prendre leurs responsabilités en mettant fin à ces pratiques viles. On constate évidemment sur le terrain qu'il n'y a plus de contrôle à quasiment tous les principaux carrefours, notamment dans Libreville, la capitale gabonaise. Comment est-ce que le SILTEG, dont vous êtes le président, réagit par rapport à cette réalité aujourd'hui constatée sur le terrain? Merci déjà pour la question. Mon sentiment, et qui je crois est celui de l'ensemble des membres du SILTEG, c'est un sentiment de joie. Nous nous réjouissons de cette suspension des contrôles routiers, du moins sur le Grand Libreville, parce que cette période de suspension est quand même pour nous une période d'accalmie, une période de pause, une période de sérénité qui nous permet de vaquer vraiment le plus librement possible et le plus sereinement possible à nos activités de transport. Je me réjouis parce qu'il y a plusieurs années, la seule évocation du racket m'avait coûté à l'époque plusieurs nuits de garde à vue dans les différents commissariats et les différentes brigades de Libreville. Vous aviez été embastillé. Embastillé pour avoir simplement évoqué le sujet du racket qui paraissait à l'époque comme un crime de lèse-autorité. Et je me réjouis qu'aujourd'hui, plusieurs années plus tard, cette question fasse partie de l'agenda gouvernemental, au point que le chef de l'État, le président de la République, chef de l'État, chef suprême des forces de l'ordre et de sécurité, puisse en faire une priorité dans le programme d'action du gouvernement. Et c'est tout cela qui a conduit à la suspension des contrôles routiers, parce que cela a été fait sur les très hautes instructions du président de la République, chef de l'État. Et donc nous nous réjouissons que cette question, le gouvernement s'en soit emparé, s'en soit saisi, mais simplement, au-delà de ce sentiment de satisfaction, nous voulons que cette période d'accalmie, cette période de suspension, soit mise à contribution pour assainir la matière du contrôle routier. Nous proposons que désormais, parce que les contrôles routiers vont reprendre un jour, puisqu'il ne s'agit que d'une suspension, nous proposons que cette période soit mise à contribution pour qu'il soit créé, que ce soit à l'intérieur de la gendarmerie nationale, que ce soit à l'intérieur de la police nationale, un corps spécial de contrôleurs routiers assermentés, dont le recrutement se ferait sur enquête de moralité et avec une formation spéciale. Parce que si on ne fait pas ce toilettage nécessaire, si on ne fait pas ce travail initial à la reprise des contrôles, eh bien,
les mêmes causes produiront les mêmes effets. Jean-Robert Meignier, mais est-ce que le problème ne reste pas entier? Alors, il y a la suspension de ces contrôles sur l'ensemble du territoire, souhaité par le président de la République, mis en exécution donc par le ministère de l'Intérieur, notamment ce qui concerne les éléments de force de police nationale. Mais est-ce que le problème ne reste pas entier, sachant que de façon, ça peut être aussi de façon grossière ou une forme de manipulation de la part de votre part, pas vous seulement, de tous les principaux leaders de la société civile qui évoluent dans le secteur transport, qui crient souvent au loup, mais sachant parfois qu'il y a aussi des problèmes de votre côté en ce qui concerne vos syndiqués, la responsabilité des transporteurs par rapport au respect de la réglementation. Est-ce que tous les transporteurs sont en règle avec la loi en ce qui concerne l'établissement des pièces afférentes à la circulation, ou bien même l'état des véhicules qui circulent et qui évoluent dans le domaine du transport? C'est pour cela que nous faisons un distinguo entre les contrôles routiers et le racket. Le contrôle routier est un élément de régulation nécessaire et voire même obligatoire pour le bon déroulement des activités de transport dans le pays. Il ne s'agit en aucun cas d'occulter le transport terrestre, le contrôle routier. C'est pour cela que nous parlons d'assainissement du contrôle routier, parce que force doit rester à la loi. Il y a un cahier, il y a un barème des amendes, il y a un cahier des infractions. Les infractions sont punies. Le contrôle doit se passer de manière la plus saine possible pour punir ceux qui sont victimes d'infractions. Mais ce n'est pas de cela que nous parlons. Ça, c'est une chose normale et qui doit continuer. Mais nous parlons du racket, c'est-à-dire cette déviation qu'on fait sur le contrôle. Mais quelle est la part de responsabilité des leaders de la société civile que vous êtes dans le domaine du transport, notamment le SILTEG, par rapport à la responsabilité de vos syndiqués vis-à-vis du respect justement de ces différents éléments-là, puisqu'on fait le constat que parfois ce sont les transporteurs eux-mêmes qui prêtent le flanc. Parfois, il y a des défauts de permis de conduire. Parfois, ce sont les véhicules eux-mêmes qui ont des défauts je sais pas moi, de clignotants, d'absence d'un ensemble d'équipements appropriés justement pour pouvoir circuler. Mais parfois aussi, les gens sont totalement en règle et on leur dit qu'on ne mange pas les papiers. Vous voyez, donc le problème est plus complexe. C'est pour ça que nous parlons de contrôle routier. Nous voulons des contrôles routiers, mais des contrôles routiers assainis. Des contrôles routiers débarrassés du racket. Parce que nous avons des milliers d'adhérents. Et il y a plus de 24 000 transporteurs seulement dans le Grand Libreville. Ce ne sont pas tous des enfants de cœur. Il est évident que parmi ces gens-là, il y a des indélicats qui ne sont pas en règle. Mais à eux, force de la loi doit s'appliquer. C'est ce que nous appelons des contrôles routiers assainis. Ça ne cause aucun problème. Par contre, en disant que les transporteurs prêtent le flanc, non. Il y a un rapport de force entre les agents contrôleurs, qui peuvent être des éléments de la police nationale ou des éléments de la gendarmerie nationale. Il y a un rapport de force inégal entre ces agents et les transporteurs, qui pour la plupart même sont nos frères expatriés. Et dans ce rapport de force, l'agent impose sa loi, même parfois vis-à-vis de quelqu'un qui est parfaitement en règle. Et donc, la part du syndicat, c'est sûr qu'il y a une part du syndicat. C'est pour ça que nous faisons des campagnes de sensibilisation en permanence. Nous sommes sur le terrain pour inciter les gens à être en règle. Parce que nous pensons que la première cause d'extinction du racket, c'est être en règle. C'est être en conformité vis-à-vis des lois et règlements en vigueur dans le transport. Nous pensons que la première cause d'extinction du racket est là. Et nous le faisons par des campagnes de sensibilisation régulières. Mais sauf que, nous disons bien campagne de sensibilisation, nous n'avons pas une force de coercition. Nous ne pouvons que parler, nous ne pouvons que conseiller et que former. C'est pour ça qu'il faut qu'en aval, nous le faisons en amont, il faut qu'en aval, le contrôle soit un contrôle, un vrai
contrôle. Jean-Robert Meignet, alors l'unité spéciale appelée de tous vos voeux, elle sera quoi? Une unité mixte, comment vous la voyez? Et quel sera l'avantage de cette unité spéciale sur les équipes actuelles des éléments de force de police et de la gendarmerie que l'on voit déjà sur le terrain en train de procéder à la régulation de la circulation Bon, déjà, dans la ville? il y a une multiplicité de groupes qui contrôlent. Il y a la police qui contrôle, les éléments de la police, il y a la gendarmerie qui contrôle, il y a les BCR, donc le ministère des Transports. Brigade de contrôle routier. Brigade de contrôle routier qui a fait une brigade en son sein qui contrôle. Des fois même, on voit la police judiciaire à certains endroits contrôlés, etc. etc. Mais justement... Pour lutter contre cette multiplicité, oui, une solution avait été adoptée il y a quelques années. C'est la solution des brigades de contrôle mixtes, avec à l'intérieur les gendarmes, les policiers et les représentants du ministère des Transports. Cette solution a échoué parce qu'il y a eu un problème de clé de répartition, vous suivez mon regard, derrière qui n'a pas suivi. Et je pense aujourd'hui que cette solution va être très compliquée à exercer. Mais vous parlez de clé de répartition. Normalement, au regard de la loi, lorsque l'infraction commise est constatée, on doit pouvoir s'acquitter de paiement donc, de cette infraction-là au Trésor public. Tout à fait. Unicité de caisse, c'est le Trésor public. Mais c'est parce qu'on voit, la police a fait en son sein des fiches de contravention, la gendarmerie a fait en son sein des fiches de contravention, il y a même de l'argent qui est des fois donné de main en main sur le terrain. C'est pour cela que nous parlons de refaire la matière du contrôle routier avec des fondamentaux. Et un des points fondamentaux, c'est d'insister sur le seul trésor comme élément de réception de l'argent des amendes. Le seul trésor public. Qu'il n'y ait pas de bureau d'amende parallèle à la police ou de bureau d'amende parallèle dans la gendarmerie. Le trésor public. Fin. Et c'est ce que nous proposons depuis. Et c'est pour cela que nous proposons, dans ces différents corps, des groupes assermentés. C'est-à-dire que, puisqu'on va difficilement arriver à des brigades de contrôle uniques, avec en leur sein la gendarmerie, la police et le ministère des Transports, je pense que cette solution, on l'a essayée, elle ne marche pas. On va rester sur la voie de la police et de la gendarmerie, mais en imposant qu'il y ait des brigades spéciales de contrôle routier au sein de ces corps. Et des brigades qui seraient assermentées et qui seraient recrutées et formées de manière professionnelle. Bon, c'est peut-être pas à vous que je devais poser cette question-là, mais est-il nécessaire qu'il y ait à la fois des éléments des forces de police nationale pour justement procéder à la régulation ou la régulation de la circulation ou procéder à des contrôles et en même temps des éléments de la gendarmerie nationale? Que contrôle-t-il quelle est la différence? Est-ce qu'il y a une différence en termes de contrôle opéré par la gendarmerie et la police? Alors déjà, il y a une différence qui n'est pas respectée. Le contrôle dans les espaces urbains doit se faire par les éléments de la police. La gendarmerie ne pouvant assurer qu'un contrôle départemental, c'est-à-dire au-delà des frontières urbaines. Or, on a aujourd'hui la gendarmerie qui mène des contrôles en plein centre-ville, en plein ville. C'est pas ce que dit la loi. Déjà, il va falloir qu'on arrive à respecter cela, que la gendarmerie soit cantonnée dorénavant au contrôle départemental et qu'il laisse la police faire le contrôle urbain. Ça veut dire que la gendarmerie devrait pouvoir installer un poste de contrôle. C'est déjà fait d'ailleurs au niveau à l'entrée de Malibé, au nord de Libreville. Tout à fait. En tout cas, la police départementale, oui. Contrairement à ce qu'elle fait dans les villes. La solution idéale serait les brigades de contrôle uniques. C'est ce qui a été tenté. Mais cela pose trop de problèmes entre le ministère, qui lui a des civils, et les différents corps, c'est-à-dire la gendarmerie et la police. Cette solution a été tentée, elle n'a pas marché. Alors, parce que chacun a voulu réclamer sa part de souveraineté. Mais puisqu'il en est ainsi, alors il faut améliorer et assainir les contrôles à l'intérieur même
de ces corps. Jean-Robert Meignet, vous aviez dit tout à l'heure que cette période d'accalmie, vous souhaitez la mettre à profit, ou vous pensez que les plus hautes autorités, notamment le ministère de la Défense, le ministère de l'Intérieur, devraient peut-être réfléchir à la mise en place ou à la création de cette unité spéciale-là. Mais est-ce que vous avez pensé également, en adoptant la posture du bon pédagogue que vous êtes, à mettre justement à profit cette période d'accalmie pour vos syndiqués en leur demandant de se conformer à la loi, donc en établissant toutes les pièces légales et inhérentes à la circulation? Mais vous me l'arrachez de la bouche parce que c'est un problème qui a deux volets. Le volet administratif, dont le volet gouvernemental, c'est-à-dire les forces de l'ordre et de sécurité, la police, la gendarmerie et aussi le ministère, puisque les BCR contrôlent aussi. Et puis le volet des transporteurs. Dans le volet des transporteurs, je vous parlais de campagne de sensibilisation permanente. Nous aussi, nous allons mettre à profit, et nous mettons déjà à profit ce temps-là pour sensibiliser, pour qu'à la reprise, nous ayons une mise en conformité qui soit totale sur l'ensemble de nos adhérents. Et c'est pour ça que je vous disais que pour nous, le premier élément de lutte contre le racket, c'est que les gens soient en règle. D'accord. Alors, les BCR, les brigades de contrôle routier, alors, si la police, normalement, doit exercer ses contrôles intramuros, donc à l'intérieur de la ville, la gendarmerie dans le département, les brigades de contrôle routier, on les voit sur la route, on les voit également intramuros, dans Libreville eux-mêmes. Et que contrôlent-ils exactement? Bon, alors, je vais vous dire un peu l'histoire de ces brigades de contrôle routier. Nous dénoncions à l'époque une multiplicité d'organes de contrôle. Je vous ai cité la gendarmerie, la police, et puis d'autres organes de contrôle, y compris le ministère. C'est pour cela qu'il avait été décidé, en réponse aux griefs que nous faisions au gouvernement sur la multiplicité des organes de contrôle, de mettre en place une brigade unique qui comprendrait tous les organes que je viens de citer. C'était cela, l'historique et le bien fondé des BCR. Et donc, dans la version actuelle, les BCR n'ont pas lieu d'être. Mais les BCR, c'est quelle entité exactement? C'est le ministère des Transports. L'entité, c'était de regrouper en son sein la gendarmerie, donc, la police et les éléments du ministère lui-même. Donc, les éléments qui composent les brigades de contrôle routier sont des éléments qui appartiennent au ministère des Transports. Oui, mais à l'origine, ce n'était pas cela. Cela a été créé pour qu'elle soit une brigade de contrôle unique regroupant l'ensemble des organes qui contrôlent. Alors, donc, or, ça s'est mal passé. Oui. Les policiers sont sortis, les gendarmes sont sortis, et il n'est resté que les civils du ministère des Transports. Donc, ça veut dire ça n'a plus lieu d'être. Ça veut dire qu'un transporteur qui tombe dans les mailles du filet des éléments de la police, s'il est en infraction, il paye la contravention. Oui. S'il est contrôlé par les éléments de la gendarmerie, s'il est en infraction, il paye la contravention. Tout à fait. S'il est contrôlé par les éléments de la brigade de contrôle routier, s'il est en infraction, il paye. Et ce n'est pas cohérent. Et ce n'est pas cohérent. Parce qu'à l'origine, les brigades de contrôle routier, ce n'était pas cela. Ce n'était pas des civils du ministère des Transports. C'était un organe qui regroupait en son sein tous les organes de contrôle. La police, la gendarmerie et eux-mêmes les éléments civils du ministère des Transports. Mais la police est sortie, la gendarmerie est sortie, il n'est resté que les éléments du ministère. Ce n'est plus les brigades de contrôle routier telles qu'initialement prévues. Et à mon avis, c'est quelque chose qu'il faut supprimer totalement. Voilà, cette activité de contrôle de la part des brigades de contrôle routier du ministère des Transports, elle est encadrée par la loi. Mais, et cette loi dit que c'est un organe de contrôle unique qui comprend tous les éléments que je vous ai cités. Et la loi ne dit pas que c'est seulement les civils du ministère des Transports. Donc, il y a eu un dérapage sur cette affaire de brigade de contrôle routier qui ne correspond plus à ce que les contexte actuel. Au contexte actuel, est-ce que les textes disaient, il faut simplement, dans cette version-là, il faut simplement la supprimer. Jean-Robert Meignet, alors on est en train de parler de cette lutte contre le racket, évidemment, puisque vous dites que vos syndiqués se font plus ou moins spolier par l'ensemble des entités qui opèrent sur la voie publique en vue de la régularisation ou de la régulation de la circulation. Un autre point en rapport toujours avec l'aspect plus ou moins financier, c'est vous dénoncez, à chaque fois vous revenez sur ça, la multiplicité des taxes. Et aujourd'hui, il semblerait que même le Bugada, le Bureau gabonais des droits d'auteur, vous demande aujourd'hui, donc vous les transporteurs, de pouvoir vous acquitter de paiement d'une certaine taxe.
Tout à fait. Et cette multiplicité des taxes participe à une surenchère et à une élévation des coûts de transport. Mais j'aimerais dire, pour terminer totalement, si vous me le permettez, sur la question des raquettes, que tout en se réjouissant de la mesure de suspension temporaire prise par le gouvernement via les deux commandements en chef, il y a des poches de résistance. Au niveau, par exemple, de la gendarmerie, nous sommes étonnés de voir qu'une brigade comme la brigade du premier campement, la brigade du Cap, mais continue à faire tout simplement le contrôle avec les mêmes réflexes qui sont décriés et qui sont dénoncés. Et pareil, du côté de la police, on voit des listes circuler, les policiers eux-mêmes ne se mettent plus devant, mais ils envoient des civils qu'on ne connaît pas, récupérer de l'argent chez les transporteurs, et personne n'a vu les policiers nulle part. Comment ça s'est fait? C'est le système de liste. Vous avez vu c'est-à-dire que les policiers n'apparaissent nulle part, ils utilisent des civils qui vont prendre de l'argent. Mais à quel endroit? Mais à tous les endroits, à la gare routière, à Rio, partout. Alors donc il y a là des poches de résistance que je tiens ici à signaler aux autorités, parce que là ça prend des formes insidieuses, des formes pernicieuses, des formes non visibles, mais c'est là. Je tenais quand même à le signaler, parce que l'objectif de cette affaire-là, c'est quoi? C'est d'atteindre le racket zéro. Et tant que ce n'est pas encore le cas, nous allons continuer à dénoncer, tout en appréciant les efforts qui sont faits en ce moment par le chef d'État et le gouvernement pour remédier à la situation. Et si on revenait alors sur cette multiplicité Maintenant, des taxes et du bigada. À la multiplicité des taxes, vous savez que l'élément principal d'augmentation des coûts de transport dans notre pays, de cette augmentation tant décriée par les populations gabonaises, à juste titre, c'est l'augmentation exponentielle des charges. Et il existe déjà une multiplicité de charges existantes qui sont praticables. C'est-à-dire les taxes officielles, fixes et variables. Taxe fixe, la taxe municipale, la patente, la visite technique, l'expertise, le collage, etc. Les taxes variables, le carburant, les pneumatiques, etc. Ça, c'est les taxes officielles. Mais nous sommes étonnés ces derniers temps que d'autres administrations viennent encore tenter d'ajouter d'autres taxes. Nous avons vu dernièrement le Bougada, Bureau des droits d'auteur, vouloir instituer une taxe chez les transporteurs en disant qu'on écoute la musique dans nos véhicules. Nous avons vu... Jouer de la musique, oui ou non? J'en arrive. Nous avons vu également la mairie dire que le simple sigle... On va revenir sur la mairie. On va y arriver en ce qui concerne la mairie, mais restons sur le Bugada. Alors, on prend tous des transports en commun, notamment les taxis, et on a bien fait le constat que parfois, quand on est dans les taxis, que ce soit les petits ou les taxibus, vous jouez de la musique, non? Sauf que quand ça arrive, parce que ce n'est pas tout le temps, nous sommes des utilisateurs au 3e, voire même au 4e degré. D'accord, mais vous utilisez... Et donc ce n'est pas à nous de payer. Ce sont ceux qui font des CD, c'est vous, les télévisions, qui émettez la musique. Mais quelle est la différence entre un troquet, par exemple, un bar qui joue de la musique, des clients, ils viennent, ils consomment, ils écoutent de la musique, et vous, dans votre véhicule, des transporteurs, vous avez des clients, vous mettez de la musique. Mais la différence, elle est de taille. Dans le cas d'un bar, c'est un élément constitutif du travail d'un bar, c'est-à-dire écouter la musique pour égayer les gens qui sont dans le bar. Nous transportons des gens. Nous ne faisons pas danser des gens, nous ne faisons pas... Et c'est pour cela que je parlais d'utilisateurs au 3e, voire au 4e degré. Tout ça est encadré par la loi. Nous ne pouvons pas payer. Parce qu'à terme, si nous ne faisons pas attention, le secteur des transports terrestres va être asphyxié par cette multiplicité de taxes. On va avoir les gens du ministère de l'Environnement qui vont venir dire que chaque fois que la fumée sort, c'est de la pollution. Ils ont déjà tenté une fois, il faut payer une taxe. On va avoir les gens du Bougada qui vont dire, mais vous écoutez de la musique dans vos voitures, il faut payer une taxe. On va avoir les gens au niveau du carburant qui vont dire, il faut payer une taxe. On la paye déjà, la RUR, la redevance d'usure de la route. On va avoir 10 000 taxes qu'on paye pour exercer l'activité de transport. Vous êtes obligé de jouer la musique dans les véhicules. Mais la musique, elle n'est même pas systématiquement jouée. Si vous prenez les taxis en ce moment, vous verrez que 80% des taxis ne jouent même pas la musique. Maintenant, si on institue une taxe qui va être une taxe générale et globale, c'est une dépense qu'on crée en plus dans un secteur d'activité
qui plie déjà sous le poids d'une multiplicité de taxes. À terme, c'est l'asphyxie de ce secteur d'activité qu'on va consacrer. Est-ce que vous avez déjà eu des échanges avec les responsables du Bureau gabonais des droits d'auteur sur cette question? Mais tout à fait, nous leur avons même conseillé des choses que je ne dirais pas ici. Nous leur avons conseillé de voir avec les gens qui font les visites techniques, les gens qui font les expertises et autres, si un petit forfait ne pourrait pas être augmenté à ce niveau-là, plutôt que de venir instituer une taxe entière, directe, sur les transporteurs, dans un contexte que je viens de vous décrire, où nous nous ployons sous le poids d'une quantité énorme de taxes. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons proposé au gouvernement, avec l'appui de la CPG, qui est devenue la Fédération des entreprises du Gabon, auquel nous appartenons, nous avons proposé la mise en place d'une licence de transport comme une taxe unique. C'est-à-dire que cette licence de transport-là comprendrait toutes les autres taxes derrière, vous voyez, comme un guichet unique, et il y aurait une clé de répartition derrière vis-à-vis de l'ensemble des administrations concernées. Cela aurait l'effet d'alléger la charge et même à terme d'alléger les coûts de transport. Mais si on continue à inventer chaque jour des charges pour venir les appliquer dans le secteur des transports, on va asphyxier ce secteur d'activité névralgique pour notre économie. Et aujourd'hui, vous êtes dans le collimateur, si je peux prendre cette image, de la mairie de Libreville, je pense, l'hôtel de ville, parce que l'hôtel de ville souhaiterait évidemment que vous puissiez vous acquitter au paiement d'une taxe ou une redevance. Oui, sur les voitures à usage de transport interurbain, c'est tout simplement pas possible. Déjà parce que sur le principe, ces véhicules-là font de l'interurbain, c'est-à-dire traversent plusieurs villes. Si vous appliquez une taxe sur la publicité sur la ville de départ, il va falloir que toutes les villes traversées fassent payer la même taxe. Mais de quelle publicité s'agit-il exactement? Mais ils considèrent que le fait de marquer le nom d'une entreprise sur vos propres véhicules constitue une publicité. C'est quand même un peu tiré par les cheveux. Et nous pensons que la mairie, qui est notre partenaire, on ne va pas le nier ici, et qui a déjà suffisamment de taxes. La mairie je parle bien de la mairie de Libreville, qui a déjà suffisamment de taxes, se contente des taxes qu'elle a déjà et qui n'en crée pas d'autres. On demande à la mairie de Libreville d'être créative, inventive, justement, trouver des niches pour pouvoir subventionner un ensemble d'activités régulées et organisées par la mairie. Alors, si c'est une niche... C'est ce que la mairie fait déjà. Je vous signale que la mairie nous fait payer une taxe municipale. La mairie fait payer une expertise auto, alors qu'il y a déjà la visite technique. La mairie fait payer le collage. La mairie fait payer un badge, alors que la carte de transporteur est de la compétence du ministère des Transports. La mairie fait déjà trop de taxes en matière de transport. Trop de taxes. Et elle a pris cette habitude d'en rajouter, des taxes. Et nous conseillons à la mairie, parce que c'est notre partenaire, de s'en tenir aux taxes qui existent déjà. Parce que si vous tuez la poule aux œufs d'or, vous n'aurez plus les œufs. D'accord, mais sauf que vous avez quand même des véhicules qui font dans le transport, notamment interprovincial, qui circulent et qui ont des badges qui sont collés. On voit bien qu'il y a de nom. C'est de la publicité, oui ou non? Non, ici, on parle du sigle. Je ne vais pas citer le nom d'une compagnie, mais si vous mettez le nom de votre compagnie sur votre véhicule, c'est votre compagnie. Si c'est considéré comme une publicité, c'est quand même un peu tiré par les... mais c'est une activité commerciale, il y a une exploitation commerciale de cette activité-là. C'est déjà payé dans le cadre du ministère du Commerce. L'activité commerciale, elle est déjà payée. Parce qu'il ne faut pas ici que les collectivités locales, qui sont impatientes de voir la loi sur la décentralisation être effective, s'en retournent maintenant aux opérateurs économiques pour en faire plus qu'elles ne devraient. Je suis d'accord avec eux que ça fait des années qu'ils attendent l'effectivité de la loi sur la décentralisation qui leur donnerait plus de moyens et une certaine autonomie de gestion, mais il ne faut pas tuer les secteurs d'activité. Les collectivités locales doivent encadrer, doivent orienter, doivent protéger, doivent accompagner les secteurs d'activité et non pas les asphyxier.
C'est de cela que nous parlons. D'accord. Jean-Robert Meignier, il y a une autre actualité ou un autre point de cette actualité en rapport avec les transports qui fait couler encre et salive dans les quartiers de Libreville, évidemment, c'est le point relatif à l'augmentation inexpliquée du coût des trajets des taxis ou des transporteurs suburbains. Le citoyen lambda, lui également, tire la sonnette d'alarme et estime que le CILTEG et les autres syndicats qui évoluent dans le domaine des transports terrestres, eh bien, tont la laine sur le dos du citoyen lambda en augmentant le coût du trajet sans qu'on ne sache trop pourquoi. D'abord, cette augmentation des coûts de transport n'est pas inexpliquée, puisque nous venons de voir à l'instant même que l'augmentation exponentielle des charges a pour conséquence inévitable l'augmentation des coûts de transport à l'arrivée. Et donc, c'est parfaitement expliqué. Vous savez, je le dis... Mais les charges, de quelles charges vous parlez? Alors, le carburant, le prix du carburant, alors, par exemple, n'a pas explosé ces derniers mois, alors, ces dernières années. Il y a trois types de charges. Ouais. Il y a d'abord les charges officielles. Et dans les charges officielles, il y a les charges fixes et les charges variables. Les charges fixes, c'est la patente qu'on paye au trésor public, c'est la taxe municipale qu'on paye aux localités, c'est l'expertise, c'est la visite technique, c'est l'assurance de type D, parce que ce n'est pas la même assurance, c'est le collage et c'est le badge. Ça, ce sont les charges fixes. Et il y a les charges variables, les pneumatiques, les lubrifiants et le carburant. Ça veut dire qu'il y a trop de charges selon vous, mais c'est pas une non seulement trop de charges, mais ce que je veux dire, c'est que ces charges-là que je suis en train de vous énumérer, qui sont les charges officielles, fixes et variables, ont été multipliées par, et vous pouvez vérifier, par 17 entre 1976, date à laquelle le prix de 100 francs a été fixé, et aujourd'hui. C'est ça aussi la réalité qu'il faut expliquer aux Gabonais. Le prix de 100 francs, le prix du trajet. Oui, le prix du trajet, il a été calculé, on peut le dire ici, il a été calculé sur la base d'une prévision de 100 francs le kilomètre de transport, 25 francs le kilomètre de transport sur une distance maximale de 4 km. Dans le Libreville de l'époque, ça partait de l'ancienne gare routière, Camp David, jusqu'au quartier qu'on appelait à l'époque Likola Moussaka, qui est resté Likola, mais on a enlevé le Moussaka. Alors, et il y avait gare routière Mélène, gare routière aéroport, gare routière Oveno qui était à 500 francs. Mais dans la ville, qui avait à peu près 4-5 km de distance à l'époque, on avait évalué le kilomètre de transport à 25 francs. Sur 4 km, ça faisait 100 francs. Voilà l'histoire de la fixation du prix de 100 francs le trajet. Et la course était à 1000 francs la journée, 2000 francs la nuit, 100 francs le trajet en journée et 200 francs à partir de 21 heures. On est là en février 1976. Et les charges que je viens de vous énumérer ont été multipliées par 17 lorsque les prix sont restés les mêmes. En économie, il y a un souci. Si les charges augmentent, le coût augmente. Et ces charges ont été multipliées. En 1976, si vous achetiez un véhicule, il vous fallait 276 000 pour le mettre à usage de taxi. Si vous achetez le même véhicule aujourd'hui, il vous faut 2,8 millions pour le mettre à usage de taxi. Quand le trajet est officiellement, entre guillemets, encore fixé à 100 francs. Et il y a un souci. Les charges aujourd'hui ne correspondent plus aux prix qui ont été fixés en 1976. Le trajet est fixé à 100 francs CFA. Oui, en 1976, suivant les charges de l'époque. C'est-à-dire que la loi n'a pas évolué, elle n'a pas été... Non, la loi n'a pas été refaite. Et nous sommes en 2022 où ces charges que je vous cite, sur la base desquelles on avait fixé 100 francs, ont été multipliées par 17. Je ne vous parle même pas des mesures qui avaient été prises pendant la lutte, dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, qui était une diminution du nombre de places dans nos véhicules et une diminution du temps de travail qui avait encore réduit, les recettes. Bon, ces mesures ont été levées depuis, mais il est resté le problème de fond à la base, c'est l'augmentation des charges. Et quand c'est comme ça, ben, ça se répercute automatiquement sur... Et là, je ne vous ai pas parlé des charges illégales. C'est-à-dire, nous venons d'en parler tout à l'heure, tout ce qui concerne les tracasseries policières, le racket. Donc, à l'évidence aujourd'hui, les prix ne peuvent plus être aujourd'hui les prix de 1976. Donc la position du syndicat, et c'est important de le dire, parce que nous avons fait beaucoup de campagnes de sensibilisation là-dessus, nous ne voulons pas d'augmentation des coûts du transport. Et nous luttons pour cela, parce que nous sommes des patriotes,
ce n'est pas aux Gabonais, ce n'est pas aux populations gabonaises. Non, vous ne voulez pas, mais vous le pratiquez. Non, je vais vous dire, ce n'est pas aux populations gabonaises de supporter l'augmentation des coûts consécutive à l'augmentation des charges opérées par le gouvernement. Au quotidien, les Gabonais le subissent. Mais il y a une différence entre notre position à nous et une position pratiquée, qui peut être pratiquée malgré nous. Toutes les campagnes de sensibilisation que le CILTEG et d'autres syndicats alliés au CILTEG ont menées, c'est de demander à nos adhérents de maintenir un niveau stable des coûts. Je pense même que si nous n'étions pas là, peut-être que ce serait le double des prix ou le triple des prix actuels. Mais nous menons une campagne permanente de maintien des coûts de transport malgré la hausse des charges. C'est pour cela que nous proposons au gouvernement, quand les prix sont en haut et que les charges sont en haut, si on veut diminuer les prix, il faut diminuer également les charges. C'est une proposition que nous faisons de manière récurrente au gouvernement. Nous avons même proposé la mise en place d'une commission de fixation et de révision des coûts du transport, qui comprendrait le ministère, les agents du ministère des Finances, le ministère du Budget, les représentants des collectivités locales, les représentants des usagers, les partenaires sociaux que nous sommes, pour qu'on arrive aujourd'hui à ce que nous appelons le juste prix. Mais est-ce qu'il n'y a pas finalement cette posture délicate de la part adoptée par le gouvernement en rapport avec la réalité économique également? On sait que le gouvernement subventionne dans le cadre de la péréquation un certain nombre de produits qui impactent également sur le secteur transport, notamment en ce qui concerne les carburants, mais qu'il y a aussi cette espèce d'épée de Damoclès qui trône sur la tête du gouvernement avec les injonctions qui sont faites par les bailleurs de fonds internationaux, dont le Fonds monétaire international, qui n'est pas très favorable justement à ce genre de pratique, celle de la péréquation, de la subvention des produits. Est-ce que le gouvernement ne fait pas face à cette réalité aussi? Si, le gouvernement fait face à cette réalité, cette espèce d'épée de Damoclès. Là, vous reparlez de la problématique du mécanisme d'indexation qui dit que les coûts à la pompe reflètent la variation du prix du baril de pétrole et du dollar et du cours du dollar. Et que si ces deux choses-là augmentent, le gap à la pompe ne peut être payé sous forme de subvention du gouvernement. Et c'est vrai que le gouvernement le fait, le gouvernement subventionne ces choses-là pour qu'on essaie de maintenir un peu ces coûts. Mais sauf que cet effort de subvention du prix du carburant, mais le gouvernement le récupère largement en augmentant à outrance les autres rubriques, en augmentant la taxe municipale, en augmentant la patente qu'on paye au trésor public. Mais le gouvernement, c'est la mairie. Non, mais la patente, c'est le gouvernement. La patente, c'est le gouvernement. La taxe municipale, c'est la mairie, mais payée au trésor. Avec une clé de répartition, la mairie n'a pas tout dans la patente. Il y a une partie qui revient au gouvernement. Et donc, c'est l'ensemble de cette envolée des charges qui crée le désordre au niveau des prix actuellement. Mais qui fait que les transporteurs fixent les montants de trajet, parfois à la tête du client. Oui, ce qui est sûr, et je vous le disais tantôt, il n'y a pas que les enfants de cœur, il y en a qui font de la surenchère. Et nous, on ne va pas ne pas reconnaître ça. Et c'est pour ça que nous luttons contre cela. Mais notre lutte se heurte au refus du gouvernement de faire des efforts sur les charges. C'est-à-dire le gouvernement veut maintenir les charges en l'état, mais en demandant que les prix, eux, ne bougent pas. Voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons. Or, nous pensons qu'une baisse drastique des charges aujourd'hui pourrait arriver à maintenir les coûts de transport. À ce moment-là, on fixerait des prix juste sur lesquels personne n'aurait le droit de faire autrement que les prix fixés. C'est ce que j'appelle, moi, le prix La juste. solution, Jean-Robert Beignet, serait peut-être aussi que le gouvernement ou que le Gabon ait, comme à l'époque, dans les années 80, une vraie entreprise de transport comme l'était la Sotraville. Aujourd'hui, il y a d'autres pays qui ont fait un bon qualitatif dans ce domaine-là, comme la Côte d'Ivoire ou le Sénégal. Est-ce que ce n'est pas là le début de la solution, qu'il y ait une véritable... Enfin, ça ne fait pas forcément vos affaires, mais ce serait le début de la solution aussi. Début de la solution, mais ça ne peut pas être une solution entière.
c'est nécessaire que le pays ait une société de transport on a certes Transurb, on a Transurb, on a Songatra, mais Songatra est quasiment complètement essoufflé. Mais la mise en place d'une société de transport public dont l'objectif était de venir suppléer les carences de transport au niveau des transports privés. Donc la mise en place d'une société de transport public peut atténuer, mais la demande de transport dans nos villes et dans nos provinces ne sera jamais totalement résorbée par une société de transport public qui est déjà limitée par le fait que la gouvernance, la gestion, elle est publique, elle n'est pas privée, ça pose des problèmes. Et d'autre part, le gouvernement est aussi astreint un peu à faire du social. Mais est-ce que justement, donc ce sont des limites. Si on a une entreprise dans ce domaine-là, viable, solide, ça tue votre activité? Pas du tout, ça ne pourra jamais résorber la demande énorme. Vous êtes sûr, si on a un parc automobile costaud, vous êtes sûr que ça ne va pas venir tuer? Avec quel objectif? De tuer l'activité des transporteurs privés? Ça peut pas être un objectif gouvernemental. Non, c'est pas d'objectif. Non, vous avez vous-même parlé, c'est le service public, non? Oui, ça va un service public de qualité le service public pour transporter les Gabonais? Le service public n'a pas vocation à tuer les entreprises privées. Le service public a vocation à suppléer aux carences que peuvent avoir les entreprises privées. Et d'ailleurs, le service public n'épongera jamais toute la demande en matière de transport. Là, on est en période de cours, donc, période pluvieuse, c'est la période de vache grasse pour les transporteurs privés que vous êtes. Vache grasse, non, parce que je vous ai cité tout un chapelet de taxes qui... Écoutez, le transport privé est une entreprise, c'est une affaire. L'objectif d'une entreprise, c'est de faire des bénéfices et de faire un chiffre d'affaires. Il ne faut pas qu'on le dise en tremblant. C'est ça l'objectif. Parfois, en s'asseyant sur la morale. Parce que le transport privé, ce n'est pas le foyer de charité. Mais sauf que nous sommes des patriotes et nous veillons à ce que le transport privé ne soit pas un goulot d'étranglement des populations gabonaises. Nous sommes dans cette posture hybride qui consiste à défendre les droits et les intérêts de nos adhérents, mais en même temps de défendre les droits et les intérêts supérieurs des populations gabonaises, dans le cadre d'une compréhension bien établie de notre activité de transport. Au nom du saucissonnage des trajets. Mais le saucissonnage, c'est une hérésie, mais nous la combattons. Vous savez, c'est des milliers de transporteurs. Et vous ne pouvez pas être derrière chaque transporteur dans un groupe qui est composé de milliers de transporteurs. C'est pour ça que je vous parle de campagne de sensibilisation permanente. Mais il s'agit de milliers d'acteurs. Et donc, ce n'est pas souvent facile d'imposer. Et surtout que, comme je vous le dis, dans les lois gabonaises, le syndicat n'a pas une force de coercition. Nous n'avons malheureusement pas le bâton en matière syndicale. Jean-Robert Meignier, on va ouvrir le volet consacré aux infrastructures et aux équipements. Peut-être commencer par les infrastructures avant les équipements. On fait le constat également qu'il y a un effort, c'est visible, fait au niveau de Libreville en termes d'aménagement des voies secondaires. Certaines ont été revêtues de pavés, d'autres de bitume, des voies secondaires qui ont même été ouvertes. Quand on voit par exemple au niveau du pont de Zerayong, on voit qu'il y a des voies de contournement nouvelles qui ont été construites, même le long du canal là, qui a été construit également. Est-ce que ces différentes voies en pavé, en bitume, aménagées, impactent positivement sur votre activité? Tout à fait. Il serait de mauvaise foi de ne pas reconnaître ces efforts qui sont faits ces dernières années. Ces différentes voies que vous citez permettent de désengorger les principaux artères, les principales voies de circulation de nos véhicules. Et lorsque des voies secondaires comme ça sont faites, on peut désengorger facilement les routes principales. Et donc oui, c'est positif. Mais sauf que dans l'étendue des besoins en matière d'infrastructure
On est encore sur les routes, hein? On reste sur les Nous routes. sommes sur les infrastructures routières. Donc, dans l'étendue des besoins en matière d'infrastructures routières, ça paraît presque comme une goutte. Et ce n'est pas être dur de le dire, c'est de faire prendre conscience de l'urgence de la situation. Alors, à quoi vous faites allusion quand vous parlez d'étendue, à quoi vous faites allusion? Je fais allusion à l'étendue nationale, au territoire national, parce qu'il n'y a pas que Libreville, il n'y a pas que le petit espace de Libreville. Les infrastructures routières, c'est tout le territoire gabonais. Et si vous ne pouvez pas bien circuler entre Ndjolé et Lalara, et que vous devez mettre beaucoup plus de temps que prévu, avec une voiture susceptible de tomber en panne parce que la route est mauvaise, il y a un problème. C'est pour cela que nous pensons que le programme aujourd'hui qui est mené sur la question de la route, je vais parler là de la transgabonaise, nous semble, cette cadence-là nous semble trop lente par rapport à l'urgence de la situation que posent les routes. Nous pensons que ça va à pas de tortue et qu'on pourrait aller plus vite. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le gouvernement lui-même qui pense un peu comme ça, puisque si on dissout tout un ministère pour défaut de résultats, ça revient exactement à ce que je suis en train de dire là. Donc nous pensons que la cadence actuelle est insignifiante par rapport à l'urgence de la situation sur l'étendue du réseau routier national. Et au-delà de ça, il y a les, je crois qu'on va y arriver, les équipements de transport. Oui, mais déjà sur les infrastructures routières, nous disons qu'il faut que le gouvernement doit être beaucoup plus violent dans la réalisation de la transgabonaise qui a été annoncée à grande pompe, mais qui tarde à être totalement visible. En parlant d'équipement, vous êtes également sur le front pour réclamer la construction d'une nouvelle gare routière. Dites-nous, la gare routière dans le domaine du transport, en quoi est-ce qu'elle représente un élément dynamique important pour les transporteurs? Alors, elle représente un élément dynamique dans le sens de la régulation et de l'organisation. Si vous avez une gare routière intermodale qui permet aux véhicules qui viennent de l'intérieur du pays de venir débarquer et que ces clients-là soient pris par des taxis qui les amènent vers l'intérieur des villes, ça fait une meilleure régulation, ça permet qu'il y ait plus de rotation, et s'il y a plus de rotation, il y a plus d'argent, c'est plus rentable, et s'il y a plus d'argent, les recettes sont plus élevées, les recettes sont énormes. Et donc, en matière de dynamique de transport, s'il n'y a pas ces gares routières, on va avoir le flux de transport ralenti à outrance, parce que les voitures n'arrivent pas à venir décharger et repartir rapidement. Si vous prenez la gare routière urbaine, parce qu'il y a la gare routière urbaine et la gare routière intermodale, restons sur la gare routière urbaine, c'est-à-dire un point névralgique à partir duquel toutes les directions de la ville seraient desservies. Regardez notre gare routière, qu'on appelle maintenant ancienne gare routière. Mais c'est scandaleux. Et ça pose un problème de dynamique de transport. Ça réduit le flux de transport, ça réduit les rotations, parce que le temps que quelqu'un met pour pouvoir même se garer, pour décharger, et le temps qu'il remet pour pouvoir embarquer, parce qu'il n'y a pas d'espace. Mais cette gare routière, l'ancienne, comme on l'appelle, a été construite à une certaine époque. La ville avait une certaine configuration. Ça veut dire qu'aujourd'hui, au regard de l'environnement qui s'est transformé, au regard du nombre même d'habitants de Libreville qui a été multiplié peut-être par 100, je ne sais pas, ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut la délocaliser. C'est bien ça. C'est ce que vous voulez nous dire. Il faut la délocaliser, mais il faut la construire. Que ce soit là, à l'espace d'Ancel, qui est déjà quand même assez résiduel. Il faut délocaliser, mais il nous faut une gare. Il faut une gare urbaine et il faut une gare intermodale au PK12. Mais c'est quoi la gare intermodale pour que les téléspectateurs comprennent bien, saisissent bien la différence qu'il y a entre la gare routière ordinaire et celle que vous appelez intermodale? Alors, je vais expliquer. La gare routière intermodale, c'est une gare routière qui prend en compte les différents modes de transport, c'est-à-dire le transport interurbain, le transport suburbain et le transport urbain. C'est-à-dire un espace dans lequel des bus viendraient de l'intérieur du pays, débarqueraient des passagers qui prendraient maintenant des taxis, des petits taxis, pour aller vers leur quartier en ville,
ou pour aller vers l'aéroport, etc., etc. Ça veut dire que ça regroupe plusieurs modes de transport sur le même espace. Donc ça veut dire que tous les transporteurs voilà. auraient leur point de départ ou point d'arrivée au même endroit. Au même endroit. Que ce soit les transporteurs interurbains, urbains, suburbains, selon différents modes de transport et souvent les directions. Et cette gare routière intermodale, on pourrait la construire dans la zone du PK12, parce que c'est là-bas l'arrivée lorsqu'on revient de l'intérieur du pays. Mais vous voyez un endroit là au niveau là, de ce rond-point là du PK12 qui est déjà, complètement... Déjà ce rond-point est une catastrophe. Ouais. On pourrait le casser pour faire une vraie gare routière intermodale au lieu de ce rond-point grossier qui existe avec tous les espaces alentours qui ont été vendus aux expatriés chinois ou aux expatriés, c'est pas de la xénophobie, libanais. Tout ce grand espace pourrait constituer une gare routière intermodale. Maintenant, la gare routière urbaine, ça, c'est un espace qui se trouve au centre d'une ville et qui dessert mais il y a encore de l'espace en Toum, hein. On peut la mettre aussi en Toum, c'est pas loin. Tout à fait, on peut la mettre... ou à Bikele même, dans Bikele. Ou à Bikele, mais toujours est-il que cette zone tampon du PK12, il va falloir la réaménager par rapport à ce qui se passe actuellement. Sinon, ça va continuer à être un goulot d'étranglement et qui crée des embouteillages monstres qui commencent même déjà depuis le PK10. Voilà. Jean-Robert Meunier, 52 minutes, ça passe très vite finalement. Il nous restait peut-être 2 minutes avant de mettre un terme à la mission. Je vous les donne pour que vous puissiez faire une conclusion en rapport avec les différents points que nous avons évoqués. Mais la conclusion, c'est que énormément de choses restent à faire au niveau des transports terrestres et nous incitons le gouvernement à être beaucoup plus incisif dans les questions de transport parce que nous avons l'impression que tout va à pas de tortue, tout en demandant aux transporteurs de professionnaliser eux-mêmes leur secteur d'activité en étant beaucoup plus aptes à respecter toutes les consignes que nous leur donnons. Et nous sommes en train de lutter contre la précarisation de ce secteur d'activité par l'affiliation à la CNSS et à la CNAMGS. Nous voulons faire des choses derrière, mais c'est à eux aussi de se prendre en main en étant beaucoup plus sérieux dans l'exercice de leur activité. Jean-Robert Meunier, je vous dis merci. Merci d'avoir accepté l'invitation de l'émission Le Métronome. Merci d'être venu nous entretenir sur toutes ces problématiques qui se posent toujours avec acuité dans le secteur transport, notamment ce qui concerne le transport terrestre. Merci beaucoup et on aura le plaisir de vous retrouver dans nos prochaines émissions, nos prochaines tribunes pour continuer à pouvoir donner l'information, la vraie, à nos téléspectateurs. Merci de nous avoir regardé. Bonne suite des programmes sur Télé Africa.